Notre histoire commence le jeudi 4 septembre 1958, jour choisi par le général de Gaulle pour présenter au peuple français le projet de constitution de la Ve République. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Quelques jours plus tard, le 15 septembre, Michel Debré, à la tête du petit groupe qui a écrit la Constitution, vient défendre le texte à la télévision. Le rôle du président de la République est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Par exemple, c'est le seul cas où il voudrait imposer à l'Assemblée nationale un Premier ministre dont celle-ci ne voudrait pas et à qui elle refuserait la confiance. Il n'y a qu'une manière de régler le conflit, et pour le président de la République de marquer son autorité, c'est de donner la parole au peuple par voie de dissolution. Et la peur du suffrage populaire est en vérité l'arrière-pensée de tous ceux qui critiquent, car ils demeurent dans cette idée qui n'est absolument pas républicaine, que la souveraineté nationale est donnée à une assemblée. En réalité, il n'y a pas d'assemblée souveraine. La seule souveraineté, c'est le peuple, et le président de la République fait appel à lui en cas de conflit. Il n'y a pas de méthode plus démocratique et plus libérale si l'on veut rester dans un régime de liberté. Près de 70 ans plus tard, cette prise de parole qui fait étonnamment écho à l'actualité politique vient nous rappeler une idée essentielle. C'est le peuple qui doit être souverain, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, nous sommes au début de l'automne 2025 et il faut bien avouer qu'à son habitude, la rentrée politique est plutôt secouée. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. La deuxième des choses, c'est de dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. J'ai démissionné parce qu'un certain nombre de conditions n'étaient plus remplies. Ce soir, ma mission est terminée. J'enregistre cette vidéo début octobre, dans les jours qui suivent l'annonce de la démission du gouvernement de Sébastien Lecornu. Alors à ce stade, dur de savoir ce qu'il va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Encore un nouveau gouvernement, une dissolution, une démission et même une destitution sont évoqués par les différents partis présents à l'Assemblée, mais je ne veux pas m'avancer sur des hypothèses hasardeuses, l'ensemble étant déjà suffisamment compliqué. En revanche, une chose est sûre, c'est que la situation politique dans notre pays est vraiment pourrie depuis quelques années, que le fonctionnement des institutions de la Ve République est mis à mal et que, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de remèdes miracles qui se présentent à nous. À cela s'ajoute une scène internationale hyper déstabilisée avec des équilibres mondiaux en pleine bascule, le n'importe quoi général en provenance des États-Unis, la guerre qui frappe à nos portes en Ukraine accompagnée de survols de drones russes au-dessus des territoires de l'OTAN, un génocide inarrêtable à Gaza et, évidemment, les grands oubliés de tous ces messieurs qui jouent à qui a la plus grosse, le dérèglement du climat et la chute de la biodiversité. Bref, pas facile de rester optimiste dans un monde dirigé par des hommes qui reprennent les erreurs du passé au lieu d'affronter les problèmes de l'avenir. Un peu comme si le mécanisme politique mondial était roué, que ses engrenages crissaient dans un mouvement devenu trop compliqué et que la stabilité globale de l'engin était au bord de la ruine. Au cœur de ce système défaillant, la sacro-sainte démocratie, vous l'avez compris, notre sujet du jour. Un concept vieux de plusieurs millénaires que nous n'arrivons pourtant pas à faire fonctionner correctement, mais qui est, et j'en suis convaincu, plus que nécessaire dans la fabrique du monde de demain. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, comme d'habitude, de poser quelques bases simples sur ce qu'est la démocratie. Étymologiquement d'abord, le mot vient du grec démokratia. Démos étant le peuple et kratos le pouvoir. La démocratie est donc l'idée simple mais forte que le pouvoir appartient au peuple, autrement dit que le peuple est souverain. D'ailleurs, la définition dans le Larousse est sans équivoque, démocratie, nom féminin, système politique, forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Alors la démocratie est une idée, un concept du pouvoir qui peut prendre en pratique plusieurs formes. Une de ces formes, par exemple, est le fonctionnement de la Ve République, système politique dans lequel vous et moi évoluons au quotidien, enfin moi et environ 72% d'entre vous, ce qui me permet de saluer au passage les 28 autres pourcents qui regardent la chaîne depuis d'autres pays. Un grand merci à vous. Mais pour revenir à la France, quand on demande à ses citoyens s'ils pensent que ce système marche bien,
la Ve République, la réponse est plutôt négative. D'après le dernier baromètre de la confiance politique Cevipof, 52% des Français considèrent qu'il n'y a pas de quoi être fier de notre système démocratique et seulement 28% des Français estiment que la démocratie fonctionne bien. Je simplifie le raisonnement, mais si le peuple considère que la démocratie n'est pas efficace, c'est-à-dire que la souveraineté du peuple n'est pas efficace, alors c'est qu'il n'y a plus vraiment de démocratie, ou en tout cas qu'elle a été pervertie d'une manière ou d'une autre. Et il va bien falloir que ça change. Alors aujourd'hui, je ne vous propose pas de repenser le modèle démocratique dans son ensemble, ou d'inventer une nouvelle constitution, ce n'est pas ma compétence. À la place, je préfère qu'on aborde le sujet sous le prisme de l'écologie et celui de la pensée du monde de demain, notre sujet de prédilection. Dans cette optique, nous allons plutôt réfléchir à comment améliorer la démocratie pour faire face aux enjeux contemporains et voir quels sont les outils à disposition pour donner ou redonner le pouvoir et la parole au peuple afin qu'il puisse réellement prendre en main la construction de son futur. Et pour cela, je vais vous présenter 4 stratégies développées par l'historien de la culture David von Reybrouck dans sa célèbre conférence de décembre 2021, Nous colonisons l'avenir. Le colonialisme s'inscrit désormais dans le temps et non plus dans l'espace. Le pire n'est peut-être pas derrière nous, mais devant nous. Nous nous comportons en effet comme les colonisateurs des générations futures. Nous les privons de leur liberté, de leur santé, peut-être même de leur vie, tout comme les colonisateurs l'ont fait dans le passé. Nous imposons les conséquences de nos actes aux humains qui viendront après nous, et ce avec une brutalité et une indifférence qui donnent le vertige. Donc ce monsieur, c'est David von Reybrouck, un académicien belge, historien de la culture et écrivain. Il est notamment connu pour avoir écrit sur le Congo et l'Indonésie, et vous l'avez peut-être déjà croisé dans le film Demain de Cyril Dion, où il a été invité à s'exprimer justement sur la démocratie. L'extrait que je vous ai passé est une version filmée de sa conférence Nous colonisons l'avenir, que vous pouvez regarder en vidéo ici sur YouTube, le lien est dans la description, ou bien lire dans sa forme retranscrite disponible aux éditions Actes Sud, un petit livre qui se lit très rapidement et qui offre un regard intéressant sur une nouvelle forme de colonialisme, le colonialisme temporel, c'est-à-dire l'idée que nous colonisons actuellement le futur en privant les générations à venir de ressources et d'une planète habitable. Et donc, faisant le constat d'un monde qui sombre dans la dérive climatique sans penser à demain, David von Reybrouck insiste sur le fait que les citoyens doivent rapidement prendre en main leur avenir en participant activement au processus politique. Et il propose pour cela 4 méthodes que je vais maintenant vous présenter. Et notre démocratie, c'est aussi ça. C'est de pouvoir débattre entre personnes qui ont des accords et des désaccords sur des sujets aussi essentiels pour le présent et l'avenir de notre pays comme de notre planète, et de savoir tirer quelques conclusions, quelques lignes de convergence. Le 29 juin 2020, Emmanuel Macron s'engage à reprendre quasi intégralement les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat et à les faire passer sans filtre dans la loi. On sait désormais que seules 15 d'entre elles ont eu droit à ce traitement, alors que 55 ont été édulcorées ou affaiblies, et que les 79 autres ont été tout simplement abandonnées. À titre personnel, l'accueil politique qu'a reçu ce travail novateur, je l'ai vécu comme une véritable trahison, et c'est ce qui a réellement lancé ma conscience militante, mais on n'est pas là pour parler de ça. La Convention citoyenne pour le climat, si vous ne le saviez pas, c'est un projet ambitieux lancé par Emmanuel Macron à la suite de la crise des Gilets jaunes. L'idée était simple, tirer au sort 150 citoyens et leur donner le temps et les ressources pour dresser une liste de propositions concrètes dans le but de décarboner la France de 40% d'ici à 2030. Le travail a duré 6 mois et 149 propositions ont été formulées. Je vous mets le lien du site web dans la description si cela vous intéresse. Vous verrez que le plan était ambitieux. Mais alors, pourquoi ça n'a pas marché ? Eh bien, la réponse est toute simple, c'est parce que les propositions sont repassées a posteriori dans l'appareil législatif habituel, gouvernement, assemblée, sénat, etc., qui, pour le dire gentiment, présente quelques légers dysfonctionnements. A l'inverse, ce que nous propose David von Reybrouck, c'est de laisser le peuple opérer de A à Z. On commence par réaliser une assemblée citoyenne avec des participants tirés au sort, représentatifs de la population. Comme ils ne sont pas élus, ils n'ont a priori aucun autre intérêt que le bien commun. Puis on les laisse travailler sur une liste de propositions et enfin on procède à un référendum préférentiel, ce qu'il appelle
un préférendum. Alors l'idée n'est pas de dire si oui ou non on valide l'ensemble des propositions, mais d'exprimer celles qui nous semblent les plus importantes grâce à un système de vote un peu plus moderne que celui que nous utilisons aujourd'hui. Pour faire simple, chaque citoyen est appelé à se prononcer sur un nombre limité de propositions choisies de manière aléatoire et à dire pour chacune d'entre elles s'il est tout à fait d'accord, plutôt contre ou tout à fait contre. On en tire alors une feuille de route ordonnée de mesures à prendre, des mesures validées ou invalidées légalement par le peuple souverain. Cette double méthode de l'Assemblée citoyenne avec des individus tirés au sort, suivie d'un vote préférentiel par l'ensemble de la population, est, je pense, une excellente manière de faire fonctionner la démocratie par et pour le peuple, et elle peut d'ailleurs s'appliquer à de nombreux autres sujets en dehors des politiques climatiques et environnementales. Good morning, good afternoon, and good evening to everybody joining us from around the world. Welcome to the launch of the Global Assembly, the world's first global citizens' assembly on the climate and ecological crisis. En novembre 2021, à l'occasion de la COP26 à Glasgow, a lieu le premier rassemblement de la World Assembly, un projet novateur d'envergure mondiale qui tente de répondre à la problématique suivante: comment impliquer les citoyens à l'échelle du globe dans la construction d'un monde meilleur. Car la méthode que nous avons exposée précédemment, d'assemblée citoyenne suivie de préférendum, n'est pensée pour fonctionner qu'à l'échelle d'un pays. Et David von Reybrouck souligne qu'il n'y a aujourd'hui aucune structure politique capable de légiférer à l'échelle du monde entier. L'ONU n'est en effet qu'une assemblée internationale, c'est-à-dire une institution composée de plusieurs nations, chaque nation étant là pour y défendre ses propres intérêts. Un peu comme si la France était dirigée par une assemblée de maires, chacun étant là pour faire valoir la parole de sa commune. On est d'accord, ce ne serait pas très efficace. Or, les problèmes liés au changement climatique et à la chute de la biodiversité ne s'arrêtent pas aux frontières. Ils concernent tous les pays, que l'on parle des causes ou des conséquences. D'ailleurs, et c'est peut-être même le plus important, il existe des inégalités énormes entre deux blocs qu'on appelle généralement le Nord et le Sud. Le Nord est la cause principale des dégâts faits à la planète, mais il ne subit, nous ne subissons, que des dégâts modérés. Le Sud, quant à lui, n'a qu'un faible impact sur notre monde, mais c'est lui qui en paye le prix fort. Alors devant ce constat, il est urgent de créer des structures politiques mondiales, et non pas internationales, représentatives de l'ensemble de la population. La Global Assembly est une première démarche en ce sens, où une centaine de citoyens ont été tirés au sort pour représenter au mieux l'intégralité des 8 milliards d'individus qui habitent la Terre. Je vous mets en description une page qui explique le processus de sélection. Vous verrez, il est assez intelligent et il a été construit à partir de données de la NASA et de nombreuses communautés locales. Alors, à ce stade, nous avons donc une méthode démocratique pour impliquer les citoyens dans la construction de l'avenir et une vision à l'échelle mondiale, plus que nécessaire étant donné que les sujets qui nous intéressent concernent la planète dans son intégralité. Mais vous le savez comme moi, dans notre société contemporaine, le vrai nerf de la guerre, c'est l'argent. Et voilà madame, merci. Merci. Je choisis les achats en fonction du bilan carbone affiché sur mon ticket. Et tous les mois, je reçois mon relevé de compte. Moi, j'ai des petits-enfants à l'étranger, donc je dois prendre l'avion. Mais avec la bourse carbone, j'ai pu racheter les points qui me manquaient. Et j'économise aussi en achetant local et de saison. On a pu céder le quart de mon quota à la bourse carbone. 800 €. Le compte carbone est un projet européen mené par Pierre Calam qui souhaite apporter une réponse simple, concrète et très large à la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il se propose d'engager en parallèle les citoyens et les entreprises via la création d'une nouvelle monnaie. Cette monnaie est une mise en pratique du concept de quota carbone. Chaque année, l'institution qui en est en charge, que ce soit la France, l'Europe ou une institution mondiale, calcule la limite d'émissions carbone à ne pas dépasser pour respecter les accords de Paris ou tout autre objectif de réduction des émissions. Cela nous donne un quota annuel. On distribue ensuite équitablement entre tous les citoyens ce quota sous la forme d'une nouvelle monnaie qu'on pourrait appeler par exemple Carbo et qu'on évitera s'il vous plaît de confondre avec un plat de tagliatelle. Dans la pratique, quand vous achetez quelque chose qui a un impact carbone, par exemple un plein d'essence ou un billet d'avion, vous le payez en euros et vous êtes aussi débité de quelques carbos. Celles qui n'utilisent pas l'intégralité de leur budget peuvent revendre les quotas non consommés en euros à celles qui, eux, en ont besoin. Et il en va de même pour les entreprises qui peuvent en acheter directement à l'institution qui s'en occupe. Alors ce système est facile à mettre en place car en effet sur le ticket de caisse, ce n'est pas très différent d'une TVA et il a surtout l'élégance de présenter 5 avantages majeurs.
Il propose une maîtrise complète des émissions de gaz à effet de serre avec un budget fixe tous les ans qu'il est impossible de dépasser. Il permet une juste répartition des quotas entre les plus riches et les plus pauvres. La vente de carburant aux entreprises par l'institution en charge peut permettre des recettes publiques qui seront réinvesties dans la transition. Contrairement à la taxe carbone qui vient taxer les émissions, il s'agit d'une démarche positive où l'on se voit offrir à intervalles réguliers une nouvelle monnaie, donc de la valeur en plus. Et enfin, la gestion de ce porte-monnaie carbone permet de comprendre où partent nos émissions et déploie donc une sensibilisation à très large échelle sur le sujet. Alors, si ça vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin sur cette idée de monnaie carbone, je vous invite à lire le roman de Kim Stanley Robinson, dont je vous ai parlé dans une vidéo l'année dernière, Le Ministère du Futur. Il y propose, au milieu de nombreuses autres idées, la mise en place d'un carbon coin qui ressemble vraiment beaucoup à ce que l'on vient de détailler. Très honnêtement, je suis atterrée de voir qu'on ne parle plus de climat. C'est un non-événement. Où ça, on n'en parle plus? Mais partout. Mais enfin, vous voyez, c'est complètement disparu du débat public. Et pourtant, les conséquences, elles, augmentent. On a en France, dans l'heure, on a eu des feux mais vraiment catastrophique cet été. On a plus de 40 000 personnes qui meurent chaque année en France de la pollution de l'air. Le pic du Covid, c'était 40 000 personnes qui mouraient. Vous voyez, donc on a autant de morts que lors des pics du Covid par an. Ça devient un non-événement. Donc ça, je trouve ça proprement terrifiant. Et oui, comme le rappelle l'activiste Camille Etienne, l'inaction et même le recul politique sont tout simplement terrifiants. Alors pour répondre à cette impasse, et après avoir proposé des solutions constructives, David Von Reybrouck conclut sa présentation en mettant en avant une quatrième et dernière méthode qu'il espère ne pas avoir à utiliser, la désobéissance civile. Ce concept, on le doit au philosophe, naturaliste et poète américain Henry David Thoreau, qui en 1849 décide d'arrêter de payer ses impôts en signe de protestation face aux autorités de l'époque qui encourageaient l'esclavage. Dans son essai réintitulé à titre posthume « La désobéissance civile », il écrit « Il existe des lois injustes. Consentirons-nous à leur obéir? Tenterons-nous de les amender en leur obéissant jusqu'à ce que nous soyons arrivés à nos fins? Ou les transgresserons-nous tout de suite ?» Ou, dans le cas présent, comme le dit David Von Reybrouck, si nos gouvernements continuent à coloniser l'avenir avec l'argent de nos impôts, à agresser le Sud, à détruire la nature et à exterminer les espèces, n'atteindrons-nous pas un point où nous devrons nous demander « Pouvons-nous encore, en toute conscience, soutenir cette impéritie ?» Car la loi, quand elle est injuste, ne perd-elle pas sa légitimité? J'en suis personnellement profondément convaincu, et quand une loi n'est pas légitime, quelle légitimité y a-t-il à lui obéir? Chacun répondra en son âme et conscience à cette question et en tirera les conclusions nécessaires pour passer, ou non, à l'action. Évidemment, il existe de très nombreuses formes de désobéissance civile et David Von Reybrouck nous propose une idée originale, la désobéissance fiscale. L'idée est de calculer la part du budget de l'État qui finance des actions délétères pour notre monde et notre futur. Par exemple, des subventions à de grands groupes pétroliers. Mettons que cette part soit de 18%. Et ensuite, de refuser de payer cette part d'impôt en retirant, en l'occurrence 18%, de ce que l'on doit. Et comme tout mouvement citoyen, si nous sommes suffisamment nombreux à y participer, cela peut avoir un réel impact. Il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver, en étant plus désintéressé pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu parfois d'effacement de certains égos. Ces mots de Sébastien Lecornu, je les trouve étonnamment très intelligents et véritablement adaptés à la conclusion que j'aimerais vous proposer. Car au moment où sort cette vidéo, la classe politique française n'est capable, au mieux, que de nous offrir un divertissement loufoque qui pourrait être vraiment comique si les sujets à traiter n'étaient pas si graves et si nombreux. Faire preuve d'humilité et travailler pour le bien commun, ça peut vous sembler mignon, gentil ou utopique, mais je suis convaincu que c'est une démarche nécessaire pour établir une trajectoire viable pour la civilisation humaine, pour notre civilisation, à l'heure où les inégalités sont au plus haut et que nous détruisons notre maison commune. Le travail de David Von Reybrouck est d'ailleurs en ce sens tout à fait pertinent. Créer des assemblées citoyennes dont le travail est suivi d'un préférendum, penser des institutions mondiales et non internationales, façonner des monnaies alternatives pour respecter les budgets carbone et envisager la désobéissance civile ou fiscale quand celle-ci s'impose, sont 4 méthodes qui, à mon avis, permettent de manière complètement désintéressée de penser et de façonner le monde de demain.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer les notifications ou à me dire en commentaire quelle est votre méthode favorite parmi les 4 proposées. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Buy Me a Coffee, le lien est dans la description. De mon côté, je pars en voyage de noces pendant 1 mois et si ça vous intéresse, vous pouvez suivre mon périple en train sur mon compte Instagram. Les derniers mois ont d'ailleurs été un peu ralentis par mon mariage, car oui, ça prend du temps, mais je vous rassure, j'ai plein de beaux projets pour l'année prochaine et déjà plusieurs vidéos et séries de vidéos en cours d'écriture et de montage. Passez un très bel automne et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!